depuis que vous êtes arrivé, Vous de savez la que confiance en vous et dans le peuple je l'ai sénégalais. envoyé au Caire le lendemain de mon élection pour me représenter au niveau des chefs d'État d'Europe et d'Afrique. Et quand il est arrivé, il y en a qui disent « Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là » Mais il a dit « Je viens représenter le président de la République du Sénégal. » Autrement dit, le chef de l'opposition aura, après la nouvelle constitution, le droit de Absolument. s'asseoir à votre table et Absolument. d'être consulté de temps en temps. Absolument, il aura le statut du chef de l'opposition. Je n'ai pas la prétention de faire comme au Canada, mais pour moi, mon modèle, c'est le Canada. Mon modèle, voilà. Ouais, c'est un rôle rêvé d'être chef de l'opposition chez vous. Monsieur le Président, est-ce que vous avez une obsession chaque jour pour ne pas décevoir ceux qui vous font aujourd'hui encore, et pour longtemps sans doute, cette confiance? Tout à fait, mais je n'ai pas d'inquiétude parce que j'ai lancé des actions et je suis tellement sûr de mon fait que je suis sûr de pouvoir de ne pas décevoir les Sénégalais. Alors, Monsieur le Président, la Cité de la Réussite, naturellement, est heureuse et fière de vous recevoir aujourd'hui, mais elle veut aussi remercier celui qui a permis d'accueillir le président du Sénégal ce soir. C'est un jeune Sénégalais qui est jugé par l'équipe de Sylvain Kern très courageux, surtout d'une extrême gentillesse et efficacité. Les organisateurs veulent remercier, s'il est là qui se montre, on le voit tous, Ibrahima Kondeto Niang. Voilà. Peut-être j'étais un peu long dans cette introduction avec vous, mais j'avais le plaisir de vous entendre. Maintenant, le panel qui est là va poser, à travers ses représentants et à tour de rôle, les questions de la manière les plus directe au président du Sénégal. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Je suis Ibrahim Kondeto Niang, comme l'a si bien dit Monsieur El Kabash. Et je vais vous poser directement ma question. Il y a quelques années, vous aviez écrit un livre intitulé « Un destin pour l'Afrique », où vous démontiez les arguments consistant à dire que l'Afrique refusait le développement et où vous souteniez que notre continent avait son destin en main. Mais aujourd'hui, j'aimerais savoir si l'Afrique a-t-elle ou pourrait-elle avoir son avenir en main dans le contexte actuel qui est caractérisé par une interdépendance croissante des économies. En effet, le processus que l'on appelle de nos jours la mondialisation ne génère-t-il pas des incertitudes supplémentaires qui rendent l'avenir de notre continent moins prévisible? Je vous remercie. Oui, je vous remercie. Et je voudrais être donc extrêmement précis. Ce que j'ai écrit en 89, je le crois, l'Afrique peut avoir son destin en main. Mais pour cela, il faut qu'on dépasse les frontières étroites héritées de la colonisation, et je m'emploie à cela. Et lorsque je dis que je suis prêt demain à être le gouverneur du Sénégal, comme le gouverneur de Californie ou du Massachusetts dans les États-Unis d'Afrique, je le pense très sincèrement. Et je prends cette disposition dans la Constitution du Sénégal, qui, dans un article, dit que le Sénégal ne ménagera aucun effort pour l'unité africaine, même au besoin sacrifier une partie de sa souveraineté. Et ça a été écrit avant moi. Cette unité africaine est difficile. Dans un destin pour l'Afrique, je vais penser ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire un gouvernement, des institutions continentales. Mais entre-temps, moi, j'avais changé. Au contact des réalités, pour en revenir à des sortes de fédérations primaires au niveau de certains pays. Bon, mais d'autres ont repris cette idée d'institution continentale. Bon, j'ai pris le train en marche parce que je n'étais pas là quand ça a été lancé. Mais de plus en plus, je crois qu'à cette continentalité, il faut ajouter des fédérations primaires entre certains pays qui se ressemblent et qui ont un certain nombre de convergences, notamment en Afrique de l'Ouest, dans la zone de l'Union économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique doit prendre son destin en main. Il y a le contexte international, la mondialisation, la libéralisation dont vous avez parlé. Nous ne pouvons pas ne pas accepter que notre sort dépend de l'économie mondiale et que cette économie mondiale et sa croissance
sont fonction de la liberté des échanges. Mais derrière cela, il faut prendre compte, il faut tenir en compte nos réalités, c'est-à-dire aucune de nos industries aujourd'hui ne supporte la concurrence étrangère. La meilleure de nos entreprises a un marché de 300 ou 400 000, 500 000 consommateurs. Comment voulez-vous faire la concurrence à des entreprises étrangères qui ont des millions de consommateurs? Donc tout le problème est là. Ne pas refuser la mondialisation, ne pas refuser la libéralisation, mais arriver à imaginer, par exemple, il y a des possibilités, n'est-ce pas, pour nous, nos industries, de trouver des alliés sur le plan international pour des joint ventures, n'est-ce pas, pour être des industries puissantes. Sinon, les industries africaines risquent de disparaître. Ce n'est pas du tout de la protection, mais simplement de savoir que nous allons dans la même direction, mais selon des pas différents. Alors, la mondialisation. La mondialisation, heureusement que, à Seattle, la France, l'Europe a considéré qu'il y avait des spécificités européennes dont il faut les tenir compte, mais nous aussi, nous devons faire la même chose. Mais il y a une négligence des États africains. Au moment où on discutait les accords de Marrakech, les États africains considéraient que ce n'était pas tellement important, n'est-ce pas, qu'il s'agissait de problèmes très généraux, et en réalité, on ne s'est pas battu à ce niveau-là. Mais c'est le jour de l'application, n'est-ce pas, en janvier de l'an 2000, que chacun s'est aperçu que cette application serait catastrophique. Alors, c'est un bon enseignement pour nous, c'est-à-dire quand on traite une question au plan international, il faut que les Africains s'y intéressent, n'est-ce pas, et qu'ils ne se considèrent pas comme en marge. Je donne un exemple pour terminer. Aujourd'hui, je m'emploie à propager cela, le problème de la transformation du Fonds monétaire international se pose concrètement. Il y a des tendances aux États-Unis qui disent que le Fonds monétaire international doit retourner à sa fonction primitive de 1945, c'est-à-dire d'être un organisme pour, si vous voulez, intervenir dans les déséquilibres conjoncturels, qui ne sont en fait le fait que des pays développés, et puis d'autres qui disent que le FMI doit continuer à avoir un rôle économique et social comme la banque. Eh bien, ces orthodoxes libéraux, ultralibéraux des États-Unis disent que le fonds est en train de faire le travail de la banque. Alors, donc, je crois que quand un tel débat se mène et dont dépend notre sort, il faut que les Africains aussi se jettent, n'est-ce pas, sur cette bataille. Et c'est pourquoi j'ai préconisé que l'OUA mette en place un système d'experts africains, n'est-ce pas, pour nous définir quelle doit être l'attitude de l'Afrique sur la réforme du système monétaire international et que nous, au niveau politique, qu'on défende cette position. Alors, l'enseignement, je veux dire que si nous voulons ne pas rater le coche, il nous faut nous jeter, n'est-ce pas, dans cette bataille des grandes idées, parce qu'en fait, ce sont des batailles des grandes idées. Moi, j'ai reçu le directeur général du FMI à Dakar. Eh bien, quand nous avons discuté, nous sommes tombés d'accord, il a compris mes idées. Cette bataille-là, il faut qu'on la mène. Merci de votre question. Bonjour, Yann Jaunet, étudiant de l'INSEC. Ma question rejoint un peu celle de mon collègue, mais est plus au niveau des cartels. C'est-à-dire qu'il y a deux gros types de cartels, celui de la De Beers au niveau des diamants et celle du pétrole au niveau de l'OPEP. L'Afrique a énormément de ressources agroalimentaires de base ou minières. Vous ne pensez pas que le développement économique passe par la constitution de cartels ? Voilà. Vous savez, d'abord, le malheur peut-être de certains pays africains, c'est d'avoir du diamant et du pétrole. C'est très curieux, mais voyez, la Sierra Leone, voyez la République démocratique du Congo, ou même des pays voisins sont venus occuper un territoire pour exploiter du diamant. Le pétrole, c'est pareil. Les pays qui ont du pétrole, c'est l'Angola, c'est le Congo de Brazzaville, et c'est un peu le Sénégal avec le pétrole de la Casamance. Donc, finalement, on se pose la question de savoir s'il est intéressant d'avoir des diamants et du pétrole, puisque de toute façon, on ne vous laisse pas en paix, on vous amène la guerre, et finalement, vous ne pouvez pas en bénéficier. Bon, c'est une boutade. Vous savez ce qu'il faut en Afrique. Il faut que nous ayons des jeunes. Moi, je parle toujours des jeunes. Non pas des diplômés, on en a, il y en aura ici, mais qui aient de l'expérience pour pouvoir défendre nos intérêts. Je viens d'arrêter, par exemple,
un processus dans lequel nous avions des Sénégalais qui avaient signé des accords tout à fait désastreux. Tout à fait désastreux. Heureusement que j'ai lu ça, je l'ai arrêté. Dans quel domaine? Dans le domaine du pétrole, figurez-vous. Dans le domaine du pétrole, je l'ai arrêté, mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Alors, vous parlez des cartels. Vous savez, le propre d'un libéral, c'est d'être contre le monopole et d'être contre les cartels et tout ça. Parce que je dis, après tout, le pays le plus libéral du monde, les États-Unis, ce sont eux qui ont inventé les lois antitrust. Malheureusement, ces cartels opèrent en Afrique. Moi, vous savez, je crois aux règles du capitalisme. J'accepte que je vis dans un monde capitaliste. Mais ce qu'il faut, c'est que nous, Africains, qu'on ne dise pas « oh, le capitalisme » comme s'il était là-bas sur une autre planète, mais qu'on se dise que nous vivons dans ce monde capitaliste et nous devons nous battre en maîtrisant ces règles. Si on maîtrise ces règles, on peut se battre. Si on n'est pas, c'est pas un combat inégal? C'est un combat, non, pas du tout. Vous savez, pas du tout. Aujourd'hui, moi, je suis en train de lutter contre des monopoles et des cartels au Sénégal, et je vous assure que j'ai remporté quelques victoires, et je vais en remporter, parce que ce sont des gens qui comprennent certaines choses. Quand on discute avec eux... Le rapport de force. Rapport de force et aussi d'idées. Moi, je crois beaucoup aux idées. Je crois que très souvent, c'est que nous ne menons pas cette bataille d'idées. Moi, je me suis toujours dit qu'au lieu de jeter un sort, de vouer aux gémonies la Banque mondiale, les FMI, il vaut mieux se mettre en face et de discuter. Je vous donne un exemple. J'ai pris comme ministre des Finances, et ce n'est pas un hasard, un garçon qui était d'abord fonctionnaire des finances du Sénégal, donc il connaissait très bien, mais qui a fait 7 ans au FMI. Alors, je l'ai pris parce que ce monsieur-là, il connaît le FMI, il connaît les portes et fenêtres, les bureaux où on traite tout. Vous comprenez? On ne peut pas lui en compter. À telle enseigne que, bon, ça passe, ça marche très bien. Vous comprenez? Mais si vous prenez, disons, un docteur d'économie, excusez-moi, de la Sorbonne ou de Bordeaux ou d'ailleurs, qui débarque au FMI, bon, mais c'est mieux quand même qu'un capitaine. C'est mieux, oui, tout à fait. Mais c'est-à-dire que, moi je suis professeur d'économie, mais il y a des choses que nous ne leur enseignons pas. Ou alors c'est de la théorie, avant qu'ils s'habituent à la pratique, c'est autre chose. Bonsoir, Monsieur le Président. Vous avez cité cette phrase du général de Gaulle, « Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts ». Alors je voudrais savoir quels sont les intérêts que peuvent porter l'Europe et la France sur le Sénégal et l'Afrique. À l'égard, je dirais, à l'égard... Je l'ai cité, c'est vrai. Vous savez, tout simplement parce que c'est la vérité. Je crois qu'il faut qu'on se dise la vérité. Si on ne se dit pas la vérité, on ne peut pas avancer. Bon, la France a des intérêts au Sénégal, mais des intérêts historiques, n'est-ce pas, qui viennent de très loin, avant vous, avant moi. Je ne crois pas, contrairement à ce qu'on dit, par exemple, que la France et les États-Unis sont concurrents en Afrique. Je n'ai jamais cru, c'est une légende. C'est absolument, excusez-moi, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que les États-Unis, le Sénégal, qu'est-ce que ça représente par rapport aux États-Unis, les entreprises sénégalaises, par rapport aux entreprises américaines? Par contre, la France, bon, pour tout ce qui nous lie à la France et qui tient à l'histoire, a un intérêt qui est certain, ou avait un intérêt lorsque l'Europe n'existait pas à l'époque. Nous étions un des éléments de la puissance. L'Empire français était un élément de la puissance française. Aujourd'hui, c'est moins évident. À telle enseigne qu'il y a des gens qui sont contre, qui font tout un tas de théories en disant qu'au fond, les colonies, les anciennes colonies sont plutôt des charges pour la France. Mais il y a les intérêts, surtout ce sont des intérêts des petites et moyennes entreprises, de certaines multinationales qui ont pignon sur rue et qui ont une influence sur la politique française. Croire aujourd'hui que la France est uniquement politique, n'est-ce pas, et qu'il n'y a pas d'interférence avec les intérêts économiques, mais écoutez, non, je ne veux pas vous tenir ce langage-là ici. Si j'étais en chaire dans un amphithéâtre, peut-être, mais là, je suis un homme politique. Donc, les intérêts économiques pèsent, n'est-ce pas? Le fait qu'il y a tel ou tel groupe qui a un intérêt au Sénégal ou un intérêt en Côte d'Ivoire. Ce sont des choses qui sont absolument précises. Mais c'est dans le domaine de l'ordinaire. Alors, nous, comment nous pouvons réagir contre cela? Mais je pense que la façon de réagir, c'est de défendre nos intérêts, n'est-ce pas? Et de ne pas nous dire simplement parce que monsieur un tel
on suppose qu'il y a la France derrière, il y a les États-Unis, etc. À telle enseigne que chaque fois qu'on me dit la France pense ceci, la France pense cela, je dis quelle France? Parce que moi, il y en a beaucoup de France. Il y a la France de l'Élysée, il y a la France de Matignon, il y a la France du Quai d'Orsay, il y a la France de cela. Et alors, si vous permettez, comment vous y retrouvez entre toutes ces franges? Comment je m'y retrouve? D'abord, moi je privilégie les intérêts du Sénégal. De façon qu'un jour, quand il y a des discussions, tout le monde saura que je défends les intérêts de mon pays, comme M. Jacques Chirac défend les intérêts de la France ou Léonard Jospin, ou M. Clinton les intérêts des États-Unis. Moi, je ne suis pas un frileux. Je pose ce problème au départ et je m'entends bien avec Chirac, je m'entendrai avec Clinton, je m'entendrai avec tout le monde. Mais il y a des gens qui viennent, qui vous proposent des projets ou des choses en disant « Oui, Chirac est au courant, etc. » Avec moi, ça ne marche pas. Mais quelle idée vous faites aujourd'hui de la France, qui est présidente de l'Union européenne, à l'égard de l'Afrique et peut-être du Sénégal? Et est-ce que ce qu'on raconte est vrai, Monsieur le Président, que les Américains, de plus en plus, d'une manière un peu subreptice, s'intéressent à l'Afrique? Oui, les Américains s'intéressent à l'Afrique, c'est certain. Mais l'opinion que je vous ai soumise tout à l'heure, j'ai entendu le ministre français de la coopération, M. Jospin, dire la même chose. C'est-à-dire que pour lui, peut-être qu'il a changé d'avis depuis, je ne sais rien. Mais en tout cas, l'ambassadeur de France doit le savoir. Peut-être, il m'a exprimé que pour lui, il pensait qu'il n'y avait pas d'opposition d'intérêt entre les États-Unis et la France dans un pays comme le Sénégal. Mais les États-Unis n'aspirent pas, je pense, franchement, à occuper la même place que la France. Au demeurant, la France, sa position est irremplaçable. Pour des raisons, pour des raisons subjectives. C'est comme aujourd'hui, si quelqu'un disait « je veux construire Notre-Dame de Paris à New York », techniquement, vous pouvez le faire, mais vous n'avez jamais la Notre-Dame de Paris comme celle qui existe ici en France. Donc, je pense qu'il y a ces dimensions historiques, psychologiques, linguistiques qui font qu'il n'y a aucune inquiétude à cela. Nous travaillons avec les Français sur des bases de respect mutuel, nous défendons nos intérêts. Monsieur l'ambassadeur de France qui est là en face de moi, c'est très bien. Des fois on est d'accord, des fois on n'est pas d'accord, mais au total, bon, ça va très bien. Et c'est ça la règle de la vie. Je vous en prie, mademoiselle. Bonsoir, Monsieur le Président. J'ai donc une question. Doit-on aider la femme africaine à s'émanciper avant de construire l'Afrique de demain? Tout à fait. Alors je suis heureux que vous me posiez cette question. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait inscrire dans la Constitution les droits des femmes, notamment les femmes rurales. Vous savez, les femmes en Afrique ont eu un handicap qui résulte même du principe de la colonisation qui s'appuyait uniquement sur les garçons pour faire des auxiliaires de l'administration, pour faire des médecins, etc. Et des soldats. Et des soldats. Mon père a été soldat, il a fait la guerre 14, et certains grands-pères peut-être de jeunes qui sont là. Mais après, les femmes, on a pris conscience qu'il fallait éduquer les femmes, et les femmes ont un handicap très sérieux. Je puis vous assurer qu'en formant le gouvernement du Sénégal, j'ai cherché. Vous savez, les femmes vont contester parce que je ne les connais pas toutes. Étant dans l'opposition, je ne pouvais pas les connaître. Parce que, bon, ça, je pourrais un jour vous expliquer pourquoi. Ah oui. Non, mais c'est très simple, c'est que les femmes... Vous savez, moi, mon parti a été soutenu par les jeunes et par les femmes. Vous pouvez avoir les images, c'est vrai. Mais les femmes intellectuelles, comme les intellectuels et les cadres de manière générale, n'ont pas, sauf dans les partis de gauche, n'ont pas milité réellement en politique. C'est ça la vérité. De sorte que, quand j'ai voulu former le gouvernement, j'ai voulu augmenter le nombre de femmes. Mais, à tort, à raison, dans mon entourage, autour de moi, dans mon horizon, je ne voyais pas les femmes que je voudrais pu faire nommer comme ministre. Je dis à tort ou à raison. Alors, donc, il y a un retard certain chez les femmes. Mais aujourd'hui, les femmes constituent une puissance, même les femmes intellectuelles, qui vont lire la Constitution pour savoir si j'ai respecté telle ou telle revendication, et elles constituent une puissance politique. Alors, comment on peut s'en sortir? On peut s'en sortir, à mon avis, de la manière suivante. J'ai élaboré, j'ai
proposé une règle, une sorte de théorème, selon laquelle, en investissant, en faisant une dépense d'investissement sur une femme, pour son éducation, pour lui apprendre n'importe quoi, la couture, les soins de santé, etc., que ces connaissances se transmettaient à la progéniture féminine, presque en grappe. Si cette femme a 8 enfants, 4 garçons, 4 filles, elle apprend ça aux garçons, aux filles, et les filles les transmettent, n'est-ce pas, à leur progéniture. Mais que le père, n'ayant pas, lui, l'occasion de rester très longtemps avec ses enfants le jour, parce qu'il a tellement d'autres choses à faire, les éléments d'éducation qu'il transmet, n'est-ce pas, se transmettent de façon linéaire. Alors j'ai élaboré un principe, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est une image, que la dépense dans l'éducation du garçon se propage selon une progression arithmétique, et que la dépense chez les femmes progresse de façon géométrique. C'est-à-dire qu'il vaut mieux, pratiquement, dépenser aujourd'hui chez les femmes, je parle en économisant, que chez les garçons. Et qu'en investissant, par exemple, plus du budget, les 2/3, n'est-ce pas, sur les garçons, on rattrape plus facilement le retard de l'Afrique qu'en faisant une égalité. Alors que la règle est tout à fait inversée. Si vous regardez par exemple les boursiers du Sénégal, vous avez quoi? Vous avez peut-être 1/5 de femmes. Donc il faudrait investir plus dans l'éducation des filles que dans l'éducation des garçons. Mais comme me disait quelqu'un, il m'a dit qu'il ne faut pas trop en parler parce que tu risques de perdre des voix aux élections. Mais non, les hommes suivront les femmes quand ils iront voter, Monsieur le Président. Mais est-ce que je peux vous demander si la nouvelle Constitution maintient ou interdit la polygamie? Non, la nouvelle Constitution ne se prononce pas sur la polygamie, parce que la polygamie est une institution traditionnelle très complexe. Mais nous avons offert aux jeunes filles, la possibilité de contraindre le mari, pendant qu'il est jeune et amoureux, à signer qu'il ne prendra pas une autre femme. Maintenant, ça c'est... Oui. Ça mériterait un débat, ça, Monsieur le Président. C'est ce que nous appelons l'option monogamique. Oui. Mais il appartient aux jeunes filles de se battre pour ça. Oui. Mais il faudra que vous aidiez les jeunes filles dans cette bataille, parce que sinon elles seront un peu dépourvues face aux traditions. Allez, une autre question. Oui, Monsieur le Président, bonsoir. Je suis étudiant à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Nous entendons toute l'importance que vous attachez à la réalisation des principes de la démocratie. Vous avez aussi abordé le problème de l'illettrisme. Permettez-moi de vous demander si vous pensez que le peuple sénégalais, dans tout le peuple, a la conscience politique nécessaire et suffisante à son installation. Merci. À l'installation de la démocratie. Oui, écoutez, je puis vous assurer que le peuple sénégalais, peut-être parce que pendant longtemps, disons, la masse a fait des revendications avec moi, est absolument conscient de ses droits et de ses devoirs. Parce que cette conscience populaire aussi est très intéressante. Et je ne crois pas que moi-même, que je puisse avoir le droit de faire du n'importe quoi au Sénégal. Je ne le crois pas. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, les observateurs considèrent qu'il y a une conscience citoyenne au Sénégal, qui est apparue avec mon élection le 19 mars. Ce qui n'existait pas avant. Avant, on applaudit, on va au meeting, etc. Mais maintenant, les Sénégalais considèrent qu'ils ont des droits, qu'ils ont des devoirs, ils écrivent, ils demandent des explications, pourquoi ci, pourquoi ça. Et je vous donne un exemple. 3 mois après l'installation du gouvernement, toute la presse sénégalaise, donnez-nous votre bilan, qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes là, etc. Alors que certains ministres n'avaient même pas encore leur mobilier. Eh bien, c'est le peuple qui nous a défendus dans les radios trottoirs. À l'unanimité, les gens disaient, mais enfin, laissez-les tranquilles, ils viennent de s'installer, les autres, ils sont là depuis 50 ans, ils n'ont rien fait, ils sont partis sans bilan. Et ceux-là qui viennent d'arriver, vous voulez exiger un bilan. Et je puis vous assurer que dans tous les débats, nous sommes défendus par le peuple. Ça veut dire quoi? C'est le peuple est conscient. Il suit les débats et il discute. Et les étudiants dont je vous ai parlé tout à l'heure, les élèves, ils ont fait ce qu'ils appellent les vacances citoyennes. Et ce n'est pas un hasard. Moi, je ne crois pas au hasard des mots. Vacances citoyennes, c'est-à-dire ils se sont mobilisés en tant que bons citoyens
Moi, quand ils ont commencé, ils m'ont appelé pour lancer la journée. Pour lancer la journée des vacances citoyennes. Il y en a qui sont là, je dis non. Moi, je n'inaugure pas, je ne dépose pas de première pierre. Pour moi, c'est fini. Mais dernière pierre, mais tout le cinéma des premières pierres et tout ça, je ne le fais pas. Et je ne plante pas le premier arbre. Si vous plantez 3 ou 4 hectares, je peux venir. J'ai refusé d'y aller. Bon, ils m'ont dit non, faites-nous confiance. J'ai dit oui, mais après. Eh bien, ils ont planté, comme je vous l'ai dit, 15 millions d'arbres parce qu'ils étaient conscients de travailler pour eux. Donc, il y a cette conscience qui existe au Sénégal. Et ce que je souhaite, c'est que cette conscience existe ailleurs. Mon élection, la façon par laquelle je suis arrivé au pouvoir, ne peut pas ne pas avoir d'effet dans le reste de l'Afrique. Autant sur les opposants que sur les gens qui sont au pouvoir. Sur les opposants, parce que de plus en plus, ils vont croire qu'on peut arriver au pouvoir par les élections. Avec un peu de prison, quelques ennuis, bon. Mais c'est très important. Mais les gens du pouvoir aussi savent que, comme je l'ai dit aujourd'hui, que le monologue du pouvoir s'est terminé en Afrique. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, je suis persuadé que l'opinion nationale qui s'intéresse beaucoup, qui a suivi les événements au Sénégal, va peser sur l'évolution qui va se dessiner là-bas à partir d'aujourd'hui. Par exemple, par le boycott. Mais, Monsieur le Président, vous, est-ce que ça veut dire que dans l'action, vous sentirez l'exigence des Sénégalais pour vos ministres, pour votre propre politique dans les mois qui viennent? C'est-à-dire que vous savez qu'ils sont là, quoi. Tout à fait. Vous savez que quand j'ai reçu les syndicalistes le 1er mai, parce que j'étais soutenu aussi par les syndicats, mais je leur ai dit, il faut revendiquer. Ils étaient surpris. Je leur ai dit, mais la revendication, ça fait partie de la vie. Mais revendiquer sans casser la baraque. Mais c'est par la revendication que je peux connaître les besoins des uns et des autres et arbitrer. C'est un élément de dynamisme économique et social. Mais pour vous dire que l'attitude positive des syndicats, c'est qu'il y en a un qui a fait son discours en disant « Monsieur le Président, pour nous déjà, maintenant, c'est l'objectif turbulence zéro. » Turbulence zéro. C'est un syndicaliste qui a dit ça. Et pas des moindres, c'est le syndicat des enseignants. Qui sont... Le rêve de Claude Allègre. Le rêve perdu. S'il vous plaît. À vous, mademoiselle. Good evening, Mr. President. I'm Carla de Bruin from the University of Amsterdam. I would like to ask you the following question. What are the major ingredients for making a country stable, and how do you try to achieve this in Senegal? A country what? I didn't catch what you said about... You said a country... Bonsoir, Monsieur le Président. Je vais traduire alors. Alors, traduisez. Donc la question était quels sont les principaux ingrédients pour stabiliser un pays et comment faites-vous pour essayer d'atteindre cette stabilité au Sénégal? Bien, est-ce que je réponds en anglais ou en français? Non, en français, parce qu'après il faudrait traduire et puis je sais pas. Si alors, donc, vous savez, c'est vrai, il y a un problème de stabilité. Mais la stabilité, comment je compte l'assurer? D'abord, j'ai été élu à 58%, ce qui est important. Ensuite, je vais faire un référendum populaire. J'espère faire mieux que 58%, ce qui va consolider donc le régime. Et au-delà, nous allons faire des élections législatives. Et ces élections législatives vont, je l'espère, nous donner une majorité à l'Assemblée nationale. Donc, sur ce plan-là, la construction est solide. Mais de l'autre côté, je vous ai dit tout à l'heure que j'organisais l'opposition. Je ne veux pas que l'opposition soit tenue en marge ou ignorée, mais le dialogue avec l'opposition, la reconnaissance officielle de l'opposition avec ses droits et en instituant un chef de l'opposition, ce dialogue démocratique permet la stabilité, mais une stabilité dynamique où tous les problèmes se traiteront par le dialogue. Est-ce que je peux demander à quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est maintenant champion du monde de Scrabble, de vous poser une question? On va d'abord l'applaudir, lui, parce qu'il est bon. Vous êtes passé par plusieurs étapes, champion de France, champion d'Europe, champion du monde? Non. Comment ça? Oui? Champion de France, champion de Suisse et puis champion du monde.
Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir à tous. Je m'appelle Nango Samba.